Chers amis, bonjour, content qu'on se retrouve pour ce nouveau numéro des idées. Et pour ce nouveau numéro, nous allons parler d'une question extrêmement importante, la question de la mémoire. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et avec qui les échanges seront d'une très grande qualité. Il s'appelle François Kakese. Je vais le laisser se présenter. Bonjour François. Bonjour Serge. Mon nom est François Kakese Kimaza. Je suis un Congolais. Un jeune. Et donc, pour me présenter brièvement, j'ai commencé mon parcours dans des cabinets de conseil, audit et conseil. Je suis allé en banque. Je suis allé en banque pendant quelques années. Je suis retourné en cabinet conseil parce que c'est ce que j'avais compris que je devais faire. Ouais. Enfin, dans ma vie et qui me procurait beaucoup de plaisir. Mais quand tu dis cabinet conseil, tu sais, les gens, parfois, ils comprennent pas c'est quoi cabinet conseil. Parfois, ils pensent que cabinet d'avocat, tu vois, parce que les avocats, on les appelle parfois conseil. Conseil, ouais. Donc, est-ce que quand tu dis cabinet conseil, ça veut dire quoi, comme ça, pour ceux qui regardent? Oui, les cabinets conseils sont justement des cabinets qui regroupent un certain nombre d'expertises. Ok. En son sein, il y a de l'expertise juridique. C'est pas nécessairement des avocats, c'est pas des cabinets d'avocats, des juristes, des fiscalistes. Des financiers, des auditeurs, des cabinets d'audit à l'époque, comme on le disait, qui ont migré vers du conseil, c'est-à-dire un accompagnement d'entreprises, l'accompagnement d'individus dans leurs besoins de croissance, de développement, de réorientation stratégique, etc. Et donc ta formation de base alors Alors, je n'ai pas arrêté de me former. J'ai commencé... j'ai fait de l'économie, donc administration des affaires et sciences économiques, avec une option en informatique, parce qu'il fallait faire l'informatique à l'époque pour être quelqu'un. Et donc après, j'ai fait de la finance, un executive MBA en finance, et puis récemment un master en sciences politiques. De la science internationale. Donc, je continue dans ça et peut-être que ça nous emmènera un peu plus loin. Si ça se trouve, tu feras du droit, qui sait. Mais oui, c'est étonnant parce que je travaille dans un domaine où il y a beaucoup de... On en parlera peut-être, c'est un peu lié avec le sujet du jour, où je suis entouré de juristes, la majorité des juristes. Donc à un moment, je commence à emprunter leur langage et je pensais que c'était difficile. À un moment, j'avais comme un blocage avec le droit. Voilà. Tu rentres déjà dans le bain du droit petit à petit. Oui, petit à petit. Je crois que je suis en plein dedans même. Tu es en plein dedans. Ah ouais, super. Et donc, alors, après cabinet conseil et tout ça, qu'est-ce que tu as fait par la suite? Et puis là, on va dire, j'ai été appelé à servir sous le drapeau, à servir mon pays depuis 2019. Voilà, j'accompagne la première institution de ce pays dans différents sujets. Notamment qui s'occupe de la qualité de la performance, de se rassurer que tout le monde fait correctement ce qu'il devait faire pour qu'on ait des résultats pour le bien de tout le monde. Absolument, absolument. Ouais. Non mais écoute, moi je te remercie d'avoir accepté de venir nous voir aujourd'hui, parce que en fait on va parler d'une question qui me tient vraiment à cœur, c'est la question de la mémoire. Tu vois, parce que bon. Moi, j'ai toujours considéré, pour ma part, qu'un peuple est solidifié, qu'une nation grandit lorsqu'elle sait justement mettre en avant, c'est vrai, ses réussites, mais aussi ses peines, mais aussi les choses qui ont en quelque sorte déstructuré l'être dans le sens de gens qui vivent dans cette nation-là. Et donc voilà pourquoi je voulais aujourd'hui qu'on parle avec toi de cette question, de cette question de mémoire, justement, parce que dernièrement, parce que bon, notre pays, on le dit souvent, l'un des plus grands génocides du monde, c'est le génocide de Léopold II au Congo, mais on en parle, et moi, ce qui m'a toujours choqué, c'est qu'on en parle, mais sommairement, sans pour autant mettre vraiment l'accent dessus. On dit, bon, c'est les génocides de Léopold II, oui, mais bon, après, on s'arrête là, même à l'école, quand on nous enseigne ça, à l'école congolaise, en plus,
on nous enseigne les génocides de Léopold II, mais bon, on nous enseigne pas vraiment sans plus cette question du génocide de Léopold II. Et donc, et récemment encore avec les guerres d'agression que le pays a connues aussi, tu vois, il y a cette question de mémoire-là. Les femmes ont été violées, on parle de plus de millions de morts et tout ça, mais on ne mettait jamais en avant cette question mémorielle. Et donc dernièrement, avec heureusement l'initiative du FONAREV qui a commencé et la commémoration, moi j'ai trouvé que c'était un très bon pas en avant. Exact. Et je me suis dit, mais voilà, je connais François, ces questions le passionnent également. Alors il va venir et on va discuter. Alors, bon, mon introduction a été beaucoup trop longue, mais ça valait la peine quand même pour fixer le cadre de nos échanges, les cadres de nos discussions. Alors pour toi, qu'est-ce que représente le mot mémoire pour toi? C'est une très bonne question. Effectivement, depuis un temps, comme j'ai dit, on a dans une autre casquette que j'ai. Je travaille justement avec le Fonds national de réparation des victimes. Absolument. Dans tout ce qui est réforme, réflexion stratégique, organisationnelle, etc. Pour permettre en fait que que la mémoire collective soit restaurée. Et c'est comme ça que ces questions-là ont commencé à trotter dans ma tête. La mémoire, pour moi, je dirais, c'est un peu lié à la définition qu'on s'est toujours donnée de l'histoire. On dit que l'histoire, c'est comprendre le passé, connaître le passé, comprendre le présent, préparer l'avenir. Exactement. Et donc, comme on le dit, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Absolument. Sans identité. Absolument. Et donc la mémoire, c'est vraiment cette identité que l'on se construit. C'est comme ça qu'on sait qu'on est humain, c'est comme ça qu'on sait qu'on est congolais, on sait qu'on est africain, qu'on est Donc c'est cet élément-là qui nous tient, qui est intangible, immatériel, mais qui nous tient tous et qui nous rappelle que nous sommes ce que nous sommes. C'est un peu c'est pas la définition classique de la mémoire, mais c'est quelque chose que je comprends fondamentalement, que c'est vraiment c'est une identité. C'est en fait ce qui construit d'abord cette identité. Quels sont les éléments qui construisent une identité? Qui nous sommes? Quel est notre passé? Vers où nous allons? Et qu'est-ce que nous sommes appelés à être? Donc c'est ces éléments-là qui pour moi construisent, qui sont englobés dans ce mot mémoire. De la mémoire. Alors tu as dit justement que tu travaillais avec le FONAREV, j'en ai parlé aussi dans mon introduction, dans ces questions des réparations. Alors donc du coup, qu'est-ce qui t'a emmené à travailler avec eux? Je veux dire, est-ce qu'il y a un événement, tu vois, dans l'histoire de notre pays, en partant de tout ce que je rappelais avant, pour toi personnellement, est-ce qu'il y a un événement vraiment précis qui t'a emmené justement à dire bon, je m'engage sur cette voie-là pour travailler avec le FONAREV pour essayer de faire vivre justement la mémoire? Bon, je dirais pas qu'il y a cet événement, c'est un événement qui m'a conduit. On va dire que ce sont les charges publiques qui m'ont conduit à travailler sur le sujet, mais qui, en travaillant sur le sujet, je découvre justement qu'il y a des choses qui se sont passées et que nous devrions connaître. Nous, en tant que Congolais, devrions connaître parce que ça façonne notre être et notre devenir en dépend. Voilà. Donc c'est comme ça que récemment il y a eu un colloque international sur la reconnaissance justement des génocides commis en RDC, où les scientifiques de plusieurs types de catégories, on a eu des sociologues, des historiens, des juristes, je sais pas quelle autre catégorie de personnalités, anthropologues, qui chacun regardait le sujet du génocide, ou disons des massacres et des violences extrêmes qu'ont connu le pays sous un certain angle. Et je me rappelle que l'une des leçons inaugurales parlait justement des violences pendant l'ancien Congo, l'État indépendant du Congo, le Congo belge, même le Congo indépendant, etc., qui en fait mériteraient que nous puissions connaître. Exactement. Et qui sont tellement importants que j'estime aujourd'hui, avec beaucoup de recul, que nous devrions insister dessus. Absolument. Non pas simplement comme un cours d'histoire où
on remplit, voilà, on étudie juste pour avoir des bonnes notes. Mais il faudrait que on se rassure qu'on a une histoire commune. Et cette histoire commune est réellement connue de tous. Absolument. Et que nous partageons tous. Absolument. Donc, pour parler des événements, lorsqu'on regarde maintenant en arrière, on voit déjà la conférence de Berlin qui décide d'une terre occupée par des êtres humains qui doit devenir une propriété individuelle. Ouais. Et puis après, on décide d'en faire la propriété d'un autre État. On ne parlera pas du colonialisme et de toutes ses conséquences, mais c'est de la mémoire aussi. Tout ça. Des mains coupées, une identité totalement déstructurée. Oui, ça se voit. Et donc, la question de la mémoire est une question, au regard de tout ça, qui est fondamentale. Absolument. Et on vient, l'histoire récente où on regarde à l'indépendance. L'indépendance, puisque ça c'était l'indépendance, on va dire la souveraineté internationale, nationale, être reconnu comme un État qui peut décider de lui-même. Oui. Mais il y a différentes formes d'indépendance que le pays a connues, c'est peut-être philosophique, mais chacune de ces indépendances-là ont emmené beaucoup de problèmes, beaucoup de violences. Ouais. L'assassinat de Lumumba un peu après. Ce sont des choses qui nous parlent à nous, jeunes, on ne l'a pas vécu, mais bon, c'est l'histoire récente de notre pays, et qui font qu'aujourd'hui on se dit, tiens, il faudrait qu'on en parle. Absolument. Voilà, il faut qu'on insiste dessus, il faut que les gens sachent. Mais moi je suis très d'accord avec toi quand tu fais ces développements-là. En fait, ça évoque la question de la mémoire collective, tu vois. Et moi, ça me pousse à te poser la question justement pour une nation comme la nôtre, parce qu'on va dire que c'est vrai que le Congo a toujours existé, mais bon, si on part quand même de l'existence, de la forme actuelle de la nation, donc de l'existence du Congo souverain, comme tu as dit, donc 1960. Remontons même à l'État indépendant du Congo un peu plus loin. Pour toi, en fait, quelle est l'importance justement d'entretenir cette mémoire collective-là pour une nation comme la nôtre? On va dire pour une jeune nation. Ce serait quoi l'importance d'entretenir cette mémoire collective-là? Aujourd'hui, on a tendance à le dire, ou on le dit, un livre connu de tous dit qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil. Ouais. Et malheureusement, l'histoire a tendance à se répéter. À toujours, c'est un cycle. L'histoire a tendance à se répéter. Et si on n'y prend pas garde, on va subir la même chose, encore et encore, voilà. Et donc c'est comme ça que je pense qu'il faudrait que la nation congolaise, en tant que le peuple congolais, devrait connaître fondamentalement ce qui s'est passé. Absolument. 1960, les mains coupées. C'est nos parents en fait, c'est les parents de nos parents. On n'est pas je sais pas, étranger à ces gens-là, à ces événements-là. Voilà, c'est des personnes qu'on aurait pu connaître. Oui. Donc c'est très récent. Et pourquoi ça? C'est des questions qu'on devrait se poser. Pourquoi cela s'est fait? Cela s'est fait parce qu'il fallait financer le développement d'un autre État, il fallait développer d'autres États qui sont devenus puissants après. Mais cela se répète. Aujourd'hui encore. Est-ce qu'il faudrait que nous, Congolais, puissions nourrir ce genre de projet? Est-ce que nous devrions être les acteurs, même dans une forme de neutralité, c'est-à-dire que quand on est neutre, on a pris position en fait. Aujourd'hui, on ne peut pas être neutre, dans des cas de violence extrême ou d'exploitation illicite. Et donc, ce qui s'est fait pendant le Congo propriété de Léopold II, c'est pas très différent de ce qui se passe aujourd'hui à l'Est. Oui, parce que tu as parlé de
on coupait les mains, enfin avec les VA et tout ça, le coton, pour financer le développement d'un autre pays. Donc il y avait des raisons économiques, les atrocités pour des raisons économiques. Et tu viens aussi justement de parler de ce qui se passe maintenant à l'Est. Et il y a justement le génocoste. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le génocoste en fait? Et parce que bon, pour le commun des mortels, enfin pour monsieur tout le monde, il va juste voir génocoste. Il va pas vraiment comprendre c'est quoi, c'est une abréviation, de quoi il s'agit. Que tu peux expliquer un peu tout ça? Oui, le génocoste, c'est aujourd'hui c'est un néologisme pardon, qui a été créé par la société civile, par le CAIP, ça s'appelle CAYP, si je ne me trompe pas, des jeunes qui ont voulu exprimer leur ras-le-bol et voilà faire connaître au monde ce qui se passait au Congo. Donc, qui ont parlé de génocide pour des fins économiques, pour des gains économiques. Donc, ils ont lié la question du génocide par un mobile ou un motif qui était s'accaparer des ressources naturelles de la RDC. Et aujourd'hui, ce néologisme a été récupéré par l'État. Donc, le plaidoyer de la société civile a été entendu. Aujourd'hui, c'est devenu une journée de commémoration, au sens de la loi. La loi 22/065 du 26 décembre 2022, qui consacre la journée du 2 août comme la journée de commémoration des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, de manière générale. Et cette journée est appelée génocoste au sens de la loi. Ah oui, ça c'est important. Ça c'est important de le dire. Oui. Ce qui fait que cette journée-là, on pense à toutes les victimes, pas simplement celles qui sont issues des génocides, comme en tant que telles, mais tous ceux qui ont subi dans le cadre des conflits et sont morts dans le cadre de ces conflits. Il est important de le rappeler. Maintenant, en tant que nation, la République démocratique du Congo s'inscrit dans une logique de reconnaissance du génocide, parce qu'il n'y a pas que des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, il n'y a pas que le crime de génocide, parce que tous les crimes ne sont pas nécessairement des crimes de génocide. Des crimes de génocide, exactement. Voilà, et donc la RDC s'est engagée à faire connaître les génocides qui sont déroulés sur son sol. Et en ayant aussi toujours un élément central, c'est le pillage des ressources. Oui. Voilà. On tue des populations, l'intention génocidaire, c'est-à-dire qu'on vient pour massacrer un groupe ethnique ou une partie de la population pour occuper les terres, pour exploiter les terres. Et voilà, donc c'est un combat dans lequel le pays s'est lancé. On espère que ça aboutira. Absolument. Mais comme pour revenir à la question de la mémoire collective, il faut qu'on sache que ces choses se sont passées. Oui, il faut qu'on le sache. Et moi, j'avais quand même un ras-le-bol parce que tu viens de dire que l'initiative du Génocoste, c'est parti de la société civile. Tout à fait. Et moi, mon ras-le-bol, justement, c'est par rapport à certaines organisations de la société civile. Bon, on a suivi dernièrement, justement au 2 août, qui apparemment ne sont pas contents que l'État puisse récupérer ça. Mais ça, c'est un truc que je ne comprends pas, parce que le combat justement de ces organisations de la société civile, c'était justement pousser l'État à reprendre cette initiative-là. Et là, tu as dit même qu'il y a une loi carrément. Donc, ça veut dire que l'opposabilité de ça, enfin, ça s'applique à tous. Exactement, ça s'applique à tous. Et pourquoi il y a intérêt pour certaines organisations de la société civile de vouloir remettre en question ce pourquoi ils se sont toujours battus, quoi. Donc, ces petites querelles-là et moi, je trouve que c'est vraiment de querelles vaines et qui n'avancent en rien aujourd'hui. Parce que l'importance pour nous tous, d'ailleurs, en tant que Congolais et en tant que nation, l'importance du fait que l'État ait récupéré cette initiative-là, c'est-à-dire que maintenant, on va essayer de mettre ça dans la mémoire de tout un chacun. Maintenant, il y aura l'obligation d'en parler à l'école. Déjà, le fait que le 2 août soit un jour férié aujourd'hui, tu vois, donc ça n'est pas encore. Ça n'est pas encore férié, tu as raison, mais que ce soit une date de commémoration. Donc, tout le monde s'arrête. Tout le monde s'arrête pour commémorer cette date-là, tu vois.
pourquoi on veut en faire parce qu'on n'aime pas la tête de X ou de Y qui dirige aujourd'hui ou qui dirigera demain, et on veut justement remettre en question ces genres d'initiatives. Moi je voulais vraiment faire ces ras-le-bol là, parce que bon, j'en avais. Mais c'est important. Dans une démocratie que ce genre de débat ait lieu, mais, et je suis totalement d'accord avec toi, on ne devrait pas occulter ce qui est le plus important pour nous. Le plus important, on a animé un space il n'y a pas longtemps où on discutait, où je disais, et je le répète encore, on peut ne pas être d'accord sur le chemin à prendre, mais on est d'accord sur l'objectif. Absolument. L'objectif, c'est que les crimes soient reconnus, que ceux qui en sont coupables soient reconnus coupables, absolument, que l'impunité s'arrête, mais que, in fine, qu'on soit un peuple réconcilié avec lui-même et son histoire, pour qu'on définisse des nouvelles bases d'une histoire qui sera construite ensemble. Exactement. On est d'accord sur l'objectif commun, sur l'idéal commun, sur le destin commun de la RDC, d'être un pays plus beau qu'avant, un destin de grandeur. C'est ça notre hymne. C'est nous. À chaque fois, c'est nous bâtirons, nous. Exactement. Donc c'est nous, c'est ce pluriel. C'est le collectif. C'est le collectif. Exactement. Voilà. Et donc on devrait avoir cette mémoire collective. Et donc l'État a son rôle. Justement, c'est la question que j'allais justement poser, la question suivante que j'allais poser, c'est-à-dire en termes de responsabilité, justement, à qui revient la responsabilité de la construction de cette mémoire collective, tu vois? Est-ce que c'est à l'État? Est-ce que c'est à la famille? Est-ce que c'est à un groupe pris un peu comme association? Ou est-ce que c'est la responsabilité de toutes ces entités-là, mais que voilà, ça prendrait un peu plus si c'est l'État? Je ne sais pas. Toi, tu penses que... c'est discutable. Mais je pense aujourd'hui, c'est pas parce que je suis du côté de l'État maintenant, mais j'aurais aimé en tant que Congolais que ce genre d'initiative soit prise. Dans le sens où que l'État prennent les responsabilités de nous dire, bah voilà, il y a telle chose qui se soit passée, c'est de ma faute, c'est la faute de tel, peu importe, mais que on institutionnalise là. Voilà, donc c'est une responsabilité de l'État. Mais tu sais très bien que aujourd'hui, je sais pas si c'est toujours le cas, mais bon, nous on a eu la chance de connaître. J'ai toujours ma grand-mère qui est vivante, la maman de ma maman, et qui, elle, porteuse de beaucoup d'histoires, nous a raconté beaucoup de choses. Je crois la rébellion mouléliste aussi. Ils ont vécu eux-mêmes aussi beaucoup de frictions et de conflits. Elle nous explique comment ils devaient rester dans la forêt pendant des jours et des jours. Il fallait y vivre. Et qui vous transmet au fait cette connaissance-là, pour que aujourd'hui j'ai mon grand-père, le père de mon père, qui a été assassiné pendant la rébellion. Donc pour moi, je suis quelqu'un qui va prôner la non-violence parce qu'il y a quelqu'un qui m'a transmis cette connaissance-là. Et donc c'est important. Et cette opposabilité, comme tu l'as dit, on peut exiger à quelqu'un, à tout Congolais, que si l'État lui-même a pris ses responsabilités. Absolument. Donc c'est une co-construction à la fois de l'État lui-même, mais des familles aussi. C'est notre responsabilité de dire aujourd'hui à nos enfants, à nos frères, voilà, dans le cadre de ces genres de podcasts, de parler de la question. Absolument. Et c'est comme ça que nous allons construire une mémoire, et cette mémoire, in fine, à un moment donné, deviendra la mémoire acceptée par tous, donc une mémoire collective, et la communauté a le devoir de le faire. C'est comme les griots à l'époque autour de l'arbre, le soir, tout le monde se rassemblait autour du feu pour parler de la question, mais c'était comme ça qu'on transmettait de génération en génération l'histoire d'un pays, la mémoire d'un pays, les souvenirs. Tu sais, je réfléchissais avant aujourd'hui, lorsqu'on a commencé à échanger pour qu'on ait ces discussions, je me suis posé la question, mais depuis quand le Congo existe? Ah oui. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Tu verras que les écrits, on commence à nous dire 1885 pour certains, et puis on nous dit non, le royaume Congo, le 14e, 15e siècle. Mais c'est le 14e, 15e siècle, on a des siècles avant. On nous dit quoi? On nous dit que les Pygmées ont été les premiers occupants. Ils étaient organisés comment? Parce que les Pygmées existent jusqu'aujourd'hui, avec une organisation qui est la leur et qui continue à de vivre. C'est-à-dire que le Congo existait avant, mais la mémoire collective qui nous a été transmise par le colon et par ceux qui ont écrit notre histoire et qui ont voulu écrire notre histoire,
c'est que quoi? C'est que le Congo a commencé à exister au moment où ils ont dit que le Congo existait. Effectivement. Et donc, on devrait avoir le plus de personnes possible qui nous transmettent ces valeurs-là, cette connaissance-là, cette histoire-là. Le Congo n'a pas commencé à exister au XIVe siècle. Ouais. On imagine bien. Non, mais c'est vrai, ça c'est vrai. Donc, voilà, c'est des choses qu'on veut détruire. Et l'entité qui peut, on va dire, garder et sécuriser, en tout cas donner les bases de sécurisation de mémoire, c'est l'État. Oui. Après, maintenant, les individus qui composent l'État, les vieux, transmettre aux plus jeunes, et etc., continuer de transmettre la connaissance et que cette mémoire perdure. Parce que quand la mémoire s'arrête, l'identité, on ne sait plus qui on est. Sait plus qui on est. Mais je suis très, très d'accord avec toi. Et ça m'emmène justement à la prochaine question, celle de personnes justement qui ont mené ces luttes-là, ou d'un côté des personnes qui ont mené des luttes et de l'autre côté ces personnes qui ont été victimes justement de ces atrocités-là. Comment on honore ces gens-là, tu vois, parce qu'on entretient la mémoire, c'est très bien, mais comment on les honore? Parce que l'entretien de la mémoire, comme tu as dit, à travers le grand-père, la grand-mère, qui vont un peu raconter l'histoire, l'histoire qu'on te raconte par tes prédécesseurs, tu en fais sienne, et à ton tour également, tu as le devoir de transmettre aussi à ceux qui viennent, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que la chaîne ne va pas casser, et on va continuer à entretenir la mémoire. Mais comment maintenant on honore ces personnes-là? Bon, honorer les personnes, il faut les reconnaître. Il faut les honorer, si je peux le dire comme ça. Les personnes, parce que la journée du 2 août, pour prendre cet exemple-là, mais on a l'indépendance, on a les martyrs de l'indépendance, on a les pères de l'indépendance, on a ceux qui se sont battus pour. C'est des moments aussi importants pour nous dans l'histoire. Pour la journée du 2 août, il n'y a pas simplement les victimes qu'on honore, mais c'est également les personnes qui leur ont porté assistance et secours. C'est comme ça que ça c'est extrêmement important de le dire, parce que les gens n'ont pas attendu que le gouvernement se prenne en charge de la responsabilité de reconnaître les massacres pour aider leurs frères et sœurs qui étaient dans le problème. Il y a beaucoup qui ont donné de leur vie, qui ont donné de leur famille, de leur avenir pour aider ces victimes à retrouver le sourire, ou du moins un semblant de vie et d'avenir. Mais sans te couper, c'est très important ce que tu viens de dire, parce que c'est un aspect du 2 août, de la commémoration du 2 août, que moi aussi je ne savais pas. C'est-à-dire qu'on va honorer également ceux qui ont apporté secours et assistance à ceux qui étaient dans ces souffrances extrêmes infligées par des gens. Donc ça veut dire que dans l'être humain, il y en a qui vont déshumaniser les autres, mais il y en a quand même qui vont essayer, avec ce qu'ils ont comme moyen de bord, redonner de l'humanité à ces gens que d'autres personnes ont choisi de déshumaniser. Mais c'est très important justement de le rappeler, et le rappeler pour le 2 août également. Ça, à mon sens, ça a toute son importance, parce que ça parle également aux autres, aux plus jeunes. Ça leur parle, ça leur dit, bon, voilà, n'hésitez jamais à aider, n'hésitez jamais à donner de l'humanité là où l'humanité n'existe plus, là où les autres ont accepté volontairement. Mais vraiment, surtout, le plus dur, c'est que ils l'ont fait pour de gains économiques. Pour leur propre intérêt, ils ont accepté de déshumaniser tout un peuple. Et pendant ce temps-là, il y a eu des gens qui ont pris du courage. Ça, c'est très important donc, de le rappeler. Oui, c'est important. C'est important de le rappeler, et tu fais très bien d'insister dessus. C'est cette forme d'humanité. J'aime bien l'expression que tu utilises, de remettre de l'humanité. Exactement. Il faut se rappeler qu'on est des humains. Ah oui, tout à fait. Voilà, on n'est pas des animaux à se couper à la machette, etc. Non, c'est pas cela être humain, c'est pas cela être africain, c'est pas cette identité là que nous avons. On dit le Muntu, comme on l'a étudié, le Muntu est attaché à la vie. Absolument. Le panvitalisme qu'on a étudié. On est attaché à la vie. Nous, c'est pas là on bombarde, tu vas voir l'homme noir. Exactement. Non, ça c'est pas nous. Ah ouais, ça c'est vrai. Normalement, quand ça commence à tirer, l'homme noir, tout le monde rentre un peu sous la table. Voilà, ça c'est l'homme noir. A le sens de la vie. Voilà, et ça c'est notre mémoire, c'est ce que on nous a transmis, c'est ce que le monde doit être. Donc attaché à la vie.
Donc on n'est pas de ceux qui devraient faire perdurer cette forme de déshumanisation. Non. Et c'est important de le dire, de le rappeler, que nous devons être humains, simplement humains, aimer l'autre, considérer l'autre comme soi-même. Et donc pour revenir à ta question, il faut avoir des espaces mémoriels, ça c'est important, des musées, cette culture d'envoyer nos enfants, même d'aller visiter le musée. Il y a des espaces mémoriaux qui vont commencer à voir le jour. Il y en a un à Kinshasa, certes éphémère, mais bon, qui est là, qui commence à expliquer une partie de l'histoire, de l'origine des conflits communautaires, ethniques, politiques, d'agressions, des guerres, etc. Donc il faut qu'on le sache. Si on veut réellement être un peuple qui se veut construire son avenir, il y a un pilier important dans ce qu'on appelle la justice transitionnelle, c'est la vérité. Absolument. Et dans la vérité, il faut dire la vérité. Si c'est le voisin qui avait tué, il faut que le voisin reconnaisse et qu'on dise que le voisin avait tué. Tu as dit quelque chose de très important, des espaces mémoriels où on va venir pour commémorer, on va venir pour rendre hommage. Et j'ai vu le 2 août dernier, avec le Fonareb justement, j'ai vu qu'il y avait comme un mur où étaient inscrits les noms. Les noms. Tu vois, ça c'est très important. Et ça parle. Et vraiment, et moi mon vœu aussi vraiment, c'est que si c'est possible de le faire, vraiment recenser les noms de toutes ces personnes-là et continuer à les inscrire, tu vois. Si ça sera sur un mur de 6 mètres, il faut le faire, tu vois. Il faut le faire, il faut continuer à inscrire le nom de ces gens-là. Et juste pour ça, moi je dis franchement bravo au Fonareb qui a eu l'idée de faire ça. Parce que bon, moi, ça a toujours été mon combat depuis très longtemps. J'ai dit non, on ne doit pas inscrire cela dans l'oubli. Tu vois, il faut que le nom soit là. Et il faut que, en fait, moi, Tchani, quand je vais devant ce mur-là et je vois le nom de, je sais pas, Nzonzi ou Kabangu, et que ça me rappelle que ces gens-là ont été tués parce qu'il y a d'autres qui ont juste voulu, comme tu as dit, hein, les chasser de chez eux et prendre ce qu'il y a sous terre en termes de matières premières. Donc c'est important. Et l'oubli est quelque chose contre lequel il faut se battre. Absolument. C'est vrai que l'oubli est nécessaire parce que bon, il y a des traumatismes qu'il faut oublier, mais il faut se battre contre l'oubli parce que justement en oubliant, en fouillant ce genre de trauma, on est souvent appelé à les reproduire inconsciemment. Donc il ne faudrait pas oublier. Il faudrait pas oublier. Et les murs comme ceux-là, c'est dénommé le mur des millions. C'est vrai qu'il n'y a pas 1 million de noms, mais c'est le mur des millions en mémoire justement à tous ces millions de victimes que le pays connaît avec les différentes guerres et différents autres conflits. C'est important. Voilà, c'est important de lutter contre l'oubli. Absolument. Et comment justement on se sert de ces douleurs-là? C'est vrai, tu as dit qu'il y a des traumatismes qu'il faut oublier, mais je veux dire en tant que nation, comment on se sert maintenant de ces douleurs-là pour essayer de bâtir quelque chose de commun, pour essayer de solidifier l'unité nationale? Oui, l'unité nationale justement se bâtit lorsqu'on commence à avoir un destin commun. Oui. Ah oui. Lorsqu'on sait tous que ça, c'est la RDC est bâtie sur le sang, la RDC aujourd'hui moderne, on va dire ça comme ça, est bâtie sur le sang de nos pères de l'indépendance. On les a appelés les martyrs de l'indépendance. On a un Lumumba qui a été tué, on a ses compagnons qui ont été assassinés. On a, l'histoire récente, un Mzee qui a été abattu dans son bureau, un président de la République en fonction dans notre pays a été assassiné dans l'histoire récente. C'est d'une très grande gravité. C'est une grande gravité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne devrait pas permettre que pareille chose se répète. Et donc lorsque nous pouvons avoir des divergences. On ne peut pas aimer le président, on ne peut pas aimer, je ne sais pas, son parent. C'est pas pour autant qu'on va l'assassiner. Absolument, mais moi je suis très d'accord avec toi. Tu as raison. On a l'histoire récente, on a les Kamwina Nsapo par exemple,
où un chef a été assassiné pour des besoins politiques, on ne peut pas le rappeler. Moi, c'est des choses qu'on ne devrait pas faire. Ouais. Et avec toute la conséquence de violence que ça a eu pendant, je crois, 2 ou 3 ans, exactement. C'est des choses qu'on ne devrait pas faire. Et des enfants qui sont nés dans cette violence-là. Dans cette violence-là, et qui n'ont connu que ça. Exactement. Et qu'est-ce que ces enfants-là vont reproduire? Parce que l'être humain, c'est quelqu'un qui apprend souvent par imitation. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va reproduire, cet enfant qui n'a vu que de la violence? Et c'est important justement de dire que ces choses-là n'y sont pas bonnes et qu'il ne faudrait pas que ça se reproduise. Et que tous, ensemble, nous acceptions que ce sont des choses qu'il ne faudrait plus répéter. Absolument. Et du moment où on est collectivement d'accord sur une chose, donc sur nos douleurs, sur notre passé que nous ne voudrions plus refaire, et sur base de ça, on a un idéal commun qu'on se fixe. Et cet idéal-là, je le répète encore, notre hymne le fixe, c'est de faire un pays plus beau qu'avant. Donc si hier il y avait des ratures, il y avait des fautes, il faudrait qu'on ne le répète plus. Et ce n'est que comme ça qu'on construit un idéal commun, un destin commun, qu'on se mette d'accord que pareille chose ne doit plus se répéter. Alors, on est en train d'aller progressivement vers la fin de notre très bel échange, parce que c'est important. Et maintenant, je voulais qu'on parle de l'entretien de cette mémoire-là. Je vais dire disons plutôt de la transmission. Comment on fait? C'est vrai qu'on est en train de le faire déjà maintenant à travers les médias. On parlait à travers les médias, on parlait à l'école. Mais bon, moi j'ai comme l'impression qu'on n'en parle pas assez suffisamment. Donc, de ton côté, que penses-tu? Quel outil mobiliser? Comment on fait justement pour continuer à entretenir cela? Est-ce qu'on passe par les musiciens? Est-ce qu'on passe par les personnes qu'on appelle influenceurs aujourd'hui, l'école, je sais pas. Quels outils en fait penses-tu efficaces à mobiliser justement pour continuer à entretenir la mémoire? La mémoire. Il y a plusieurs outils, mais je pense que j'ai pas la prétention de dire que c'est la meilleure, mais l'éducation est l'une des bonnes voies à explorer pour entretenir la mémoire. C'est à la fois sensibiliser les plus jeunes, puisqu'on est une population qui est très jeune, sur ce qui se passe, ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, déjà par des cours à l'école, comme un cours d'histoire, comme des travaux, financer la recherche dessus, pour pousser les gens à aller explorer ce sujet-là. Je pense que c'est une des formes qui permettrait d'entretenir, de transmettre en fait l'histoire et cette mémoire-là, et beaucoup de sensibilisation. Malheureusement, tu l'as dit, il y a ceux qui sont nés dans la violence. C'est la première expérience qu'ils apprennent, et c'est très malheureux pour eux, et ils se comptent par millions. Donc ils n'ont pas nécessairement besoin de l'histoire pour leur montrer que son père a été assassiné par un tel. Mais je crois que l'éducation est l'un des moyens qui nous permettrait, nous, RDC, progressivement. On ne pourra pas changer ça très vite, ou disons par un coup de baguette magique, mais ce serait l'une des voies à explorer. Et bon, politiquement aussi c'est important, on a déjà commencé à voir le 2 août, mais il faudrait qu'il y ait une politique culturelle qui soit attachée également à ça. Tu as parlé des musiciens, l'Afrique est bercée par la musique. Absolument. Donc on ne peut pas... Absolument. C'est comme nos ancêtres quand ils ont été déportés aux États-Unis, c'est la seule chose qui leur maintenait unis, c'était la musique. Mais regarde, moi je suis un fan inconditionnel de la musique congolaise. La rumba, moi je suis un grand fan, mais je suis quand même au regret de constater que nos musiciens ne composent pas assez, tu vois, sur ce sujet-là, tu vois. Ils ne composent pas assez de chansons qui vont essayer d'entretenir justement cette mémoire sur nos douleurs, tu vois, sur nos douleurs passées. Et on entretient la mémoire et on dit que ce genre de choses ne devraient plus se reproduire, mais ils ne font pas
assez, quoi, tu vois. Ça se compte vraiment, ces genres de chansons, sur le bout des doigts de la main. Il faudrait qu'on entretienne ça. C'est la voie par excellence de transmission de la culture, de l'histoire. C'est par la musique, par différents types d'art. Écrire aussi. L'écriture, les écrivains devraient écrire aussi. Il faut qu'on écrive beaucoup dessus. On a des grands historiens, on l'a encore vu pendant le colloque, où les aspects que nous ne comprenions pas, les origines des problèmes, des conflits, etc. Parce que si on veut résoudre un problème en profondeur, il faut qu'on connaisse les causes. Mais voilà, il faut qu'on multiplie des échanges. Il faudrait trouver un moyen de transmission, et l'écriture est l'un des moyens également. Et par la télévision également, tu vois, par des films. Bon, c'est vrai que nous, on est en train de faire déjà un échange, un podcast. Bon, nous, on fait notre part aussi en tant que citoyen, c'est important. Mais par la télévision, tu vois, des films, tu vois, où on va essayer de montrer. Moi, je donne toujours l'exemple de la Shoah. La Shoah, ça s'est passé en 45, en fait, enfin 40-45 pendant ce temps-là. Mais aujourd'hui, en 2025, lorsque on ouvre sa télévision, mais tout le temps, il se passe pas, je sais pas moi, une semaine quand tu regardes la télévision sans que tu tombes sur un numéro où on va parler de la Shoah, où on va parler des camps de concentration, voilà. Donc tu as des documentaires qui parlent toujours de ça. Ce n'est pas pour dire que voilà, c'est déjà dépassé, non mais pas du tout, tu vois. Mais c'est justement pour entretenir cette mémoire-là, tu vois. Donc de notre côté aussi, voilà, j'espère que le Fondarev est en train de faire, de penser à ce travail-là. Par de films et tout ça. Mais il faudrait et qu'il y ait un matraquage médiatique, en fait. C'est important. C'est pas uniquement parce qu'à un moment donné, les gens se disent, pour rejoindre une discussion avec la société civile, pour ne pas le citer, une forme de récupération. Mais je crois que, et je reviens dessus, on ne peut pas être d'accord sur les façons de faire, mais on doit être d'accord sur l'objectif. L'objectif, c'est que notre pays ne subisse plus la même chose. Absolument. Et que tout le monde sache ce qui s'est passé. Et donc, chacun va jouer sa partition. Et l'État a pour ça l'avantage de définir des politiques, des choses qui peuvent être transmises à d'autres pays, à d'autres nations par plusieurs moyens diplomatiques, on peut le faire connaître. Et donc, chacun devrait jouer son rôle. Et à tous ceux qui sont dans l'art et dans cette transmission de la culture, parce que c'est cette identité-là qui doit être transmise. Quand on disait la culture, c'est tout ce qui reste après avoir tout oublié. Exactement. Voilà. Donc, dans cette partie de ce que nous allons transporter dans notre mémoire, dans notre il y a la culture, et cette culture doit être transmise. Et le moyen de la transmettre, c'est justement les arts, tous ces moyens-là. On est africain avant tout, et donc notre identité ne peut pas se détacher de la musique. Exactement. Non, mais je suis entièrement d'accord avec ton développement, parce que c'est bon. Après, c'est très important. Moi, ces questions vraiment, c'est des questions auxquelles je pense depuis très très longtemps. Les questions de mémoire, parce que je vois comment de génération en génération, pour parler par exemple de l'histoire même de nos propres familles, comment plus il y a des générations, et plus vite on se coupe de l'histoire de nos familles. On oublie. Mais ça ne devrait pas l'être, tu vois, ça ne devrait pas l'être. Parce que bon, après, sans histoire, comme tu as dit au début, qui sommes-nous réellement, tu vois? Des êtres sans histoire, finalement, on est des êtres perdus. On ne ressemble à rien. Finalement, en fait, on devient uniquement des consommateurs, en fait, tu vois. Totalement. On devient des consommateurs, les consumérismes et tout ça, et des gens sans histoire. Voilà. Et donc, on servira à l'histoire des autres. Et c'est dommage, qui ont compris eux leur histoire et qui vont continuer à nous utiliser pour leur propre fin, leur propre histoire. Ah oui, absolument. Alors, on parle de souvenirs justement, de mémoire. Et toi, par exemple, pourquoi on devrait, ou sur quoi on devrait par exemple se souvenir de toi? Se souvenir de toi. C'est toujours une question assez compliquée, mais j'ai participé à un podcast aussi, on m'avait posé ce genre de questions. C'est pas exactement la même chose, mais j'aimerais être, si on devrait se souvenir de ma personne, ce serait par rapport aux valeurs que j'aimerais, que je porte ou que j'aimerais porter, parce que je ne sais pas jusqu'où la vie peut nous emmener. Des valeurs de patriotisme, des valeurs déjà les valeurs de notre pays. Notre pays, c'est
paix, justice, travail. Donc, depuis longtemps, on aspire à la paix comme valeur, au travail, à la justice. Donc, ce sont des choses également auxquelles je voudrais m'identifier. C'est que c'est quelqu'un qui se sera battu pour la paix, battu pour la justice et quelqu'un qui aime le travail. Et dans le travail, c'est l'excellence. Donc, c'est vraiment ce sur quoi je me bats tous les jours. Que quand je fais quelque chose, que ce soit quelque chose d'excellent. Ce n'est que ça que l'histoire retient. Absolument. Ouais. Mais écoute, je suis très content de ton passage chez nous et surtout de toute la connaissance que tu as pu partager avec nous tous aujourd'hui. Mais avant la fin, j'ai toujours une question que j'aime souvent poser. On va dire deux questions. La première, c'est quel est ton message à la jeunesse? Parce que tu as dit effectivement, et tu as rappelé à juste titre que ce pays est fait composé majoritairement de jeunes. Et le jeune, c'est eux qui sont justement c'est à eux que reviendra la charge de la continuation de la nation. Et toi, quel message tu transmets aujourd'hui à ces jeunes-là? Oui, c'est une très bonne question. Je crois que je dois regarder la caméra. Oui, donc fais vraiment comme tu le sens. Je vais faire comme dans les grandes émissions. Exactement. Je regarde avec un air sérieux. Voilà, tout à fait. Tu sais, dans la bibliothèque de mon père, il y avait un livre de Joseph Kizerbo. Je ne sais pas si tu connais. Kizerbo, l'ancien président. Voilà, historien burkinabé. Historien burkinabé, pardon. Voilà. Oui, Kizerbo. Et je me rappelle plus très bien de la phrase, mais c'est une phrase qui disait, je l'ai une fois mis sur mon statut, mais qui m'est restée depuis longtemps. En fait, je devais faire un devoir, je devais développer un sujet, je crois, c'était une dissertation. Et la phrase disait, je paraphrase, je ne sais plus exactement quelles sont les phrases, j'espère même que c'est dans ce livre-là, mais je crois bien, sur l'histoire de l'Afrique, je crois. Il dit, c'est une des lois de l'histoire que chaque moment de décadence ait été suivi de périodes de renaissance. Les hommes l'ont si bien compris qu'ils ont trouvé en eux la capacité de supporter un insupportable présent. Ah oui. Donc il disait que assez fort. Chaque fois qu'il y a décadence, il y a toujours renaissance. Oui. Et quand les gens ont compris ça, ils ont trouvé en eux la capacité de supporter un insupportable présent. Donc, c'est une phrase qui m'est restée longtemps et j'aimerais partager ça avec les jeunes que nous sommes. C'est que même si la situation actuelle paraît insupportable, peu importe le temps que ça va prendre, il y aura toujours un moment où il y aura renaissance, c'est-à-dire que le renouveau va revenir, si je peux me permettre ça. Oui. Il y aura le renouveau. Absolument. Donc, il y aura un nouveau départ. Alors, sachant ça, trouvons en nous cette capacité de supporter un insupportable présent. Ce qui se passe pour nous et pour beaucoup, c'est insupportable. Mais j'aimerais que nous puissions garder espoir en un avenir meilleur. Depuis un temps, j'aime utiliser le terme de Grand Congo. Oui. Nous sommes un grand pays. Notre destin n'est pas un destin de petitesse, c'est un destin de grandeur. Les pères de l'indépendance l'ont légué. Nos grands-parents qui se sont battus contre le colonialisme à leur manière et qui sont peut-être oubliés de l'histoire, l'ont fait pour un Congo qui est grand. Et le destin a fait en sorte que nous soyons un pays de 2 345 400 km². Oui. Donc pas un petit pays. Donc nous sommes un grand pays. Et pour ça, il faudrait une grande jeunesse. Absolument. Une grande jeunesse. Gardons à l'idée que la situation actuelle n'est pas comment on appelle ça, un fatalisme. C'est pas fatal. Donc à un moment donné, ça va changer. Ça ne changera pas parce qu'on aura croisé les doigts ou croisé les bras. Ça changera parce qu'on sera investi comme d'un devoir de faire de ce pays un pays plus beau qu'avant, un grand pays. Tout à fait. Nous sommes unis par le sort. Le sort nous fait de nous des Congolais. On n'a pas voulu, on l'a pas choisi. Ouais. Mais puisque nous sommes Congolais et que nous sommes fiers de l'être, ça c'est d'abord c'est notre identité. Nous devrons faire en sorte que ce pays soit un pays plus beau qu'avant, un pays de grandeur, un grand Congo. C'est le message que je partage avec la jeunesse aujourd'hui. Écoute, le message était très puissant
Et j'espère que ça tombe dans les bonnes oreilles de cette jeunesse qui est vraiment très vivante, qui a l'envie, tu vois. Nous sommes comme un pays avec des gens qui ont l'envie. Oui. Et c'est important, l'envie, tu vois. Donc, moi, je te remercie énormément d'avoir passé ce message. Donc, alors, j'avais dit 2 petites questions. Donc, la dernière, justement, tes conseils des lectures. Parce que tu as effectivement évoqué l'écriture pour se souvenir. Et c'est très important, justement, pour ceux qui nous suivent, pour les jeunes, de savoir que, voilà, la lecture, c'est important parce que ça nous construit aussi en tant qu'être, tu vois, ça nous... On ne va pas dire que ça nous rend des êtres parfaits, parce que bon, c'est vrai que la perfection, c'est un idéal, mais bon, c'est un chemin, justement, la lecture, qui va nous transporter vers la perfection à atteindre, bien évidemment. Si tu as un conseil de lecture, je vais dire 2 ou 3 ouvrages, conseils de lecture, ça serait lesquels? Oui, je parlerai déjà du livre L'histoire de l'Afrique de Joseph Kizerbo. C'est important de connaître l'histoire des différents empires et royaumes du pays, puisqu'on parle de la mémoire. S'il faut construire également, pourquoi j'en parle? Parce que c'est une question qui me trotte, on en a parlé. C'est de quand a commencé l'histoire de nos nations. C'est que les gens, on a commencé à écrire notre histoire. Voilà, aussi longtemps qu'on remonte, on parle du royaume Congo. Exactement. Est-ce que c'est vraiment de là qu'est partie de la RDC? Voilà, les Pygmées, on n'a pas écrit leur histoire. En tout cas, c'est certainement écrit quelque part, mais je n'ai pas connaissance de cela. Mais nous remontons de très loin. Et c'est toute cette combinaison d'histoire qui fait de nous aujourd'hui la population que nous devons être. Et absolument. Nous ne voulons, ce n'est pas en étant attachés à l'histoire qu'on pense qu'on est attaché à la tradition. Non. Et même si c'est la tradition, mais c'est notre identité. Absolument. Notre identité qu'on ne peut pas nous enlever. Les autres l'envient et il faudrait qu'on soit également fiers de cela. Donc voilà, si je peux aussi donner un autre livre que je lis, ce serait le livre du professeur Daniel Mukoko Samba, c'est Guérir le Congolais du mal zaïrois, qui parle de notre économie, des cycles, etc. Ce serait également des choses qu'on devrait lire et relire pour éviter de de commettre les mêmes erreurs. Merci, merci beaucoup François. Merci d'être venu. Merci. C'est moi. J'espère que c'est pas la dernière fois. Non, j'espère pas. C'est tellement passionnant et j'espère que ceux qui vont nous suivre auront trouvé également le sujet passionnant. Je suis très sûr et certain. Chers amis, merci beaucoup. Merci d'avoir consacré ce temps à nous suivre. Alors, les jeunes qui sont derrière la caméra me disent toujours de vous rappeler de vous abonner, de mettre de like et de partager surtout. Parce que, bon, voilà, surtout partager pour justement quelle information traverse à la fois vos salons, vos téléphones et que l'information soit de plus en plus populaire et que ensemble nous puissions faire ce travail de mémoire, ce travail de la construction de la mémoire collective qui au final va emmener à la construction d'une grande nation, d'un grand Congo. J'ai beaucoup aimé le fait que tu rappelles tout le temps ce qui est dit dans notre hymne national et ça c'est très 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 important. Donc merci beaucoup et que Dieu bénisse la République. Bye bye. Bye bye.